Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Rodolphe Carte. Rodolphe Bonjour Carte a Xavier. écrit 7 ouvrages, Feu sur la droite nationale, Réponse à Daniel Conversano et aux identitaires. Et puis il a écrit un autre ouvrage que je mets aussi à l'écran, Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur. Donc pour rappel, Rodolphe Carte est journaliste à Éléments et contributeur à Front Populaire. Donc, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, cher Rodolphe. Merci à toi Xavier, merci à toi. Pour qu'on commence directement le sujet, quelle a été peut-être votre démarche et pourquoi répondre à Daniel Conversano à travers cet ouvrage? Tout d'abord, je renvoie nos auditeurs à la vidéo que Daniel Conversano donna aux médias Livre Noir, parce que c'est suite à cette vidéo que j'ai voulu faire ce livre de réponse. Et c'est vrai qu'on m'a amené plusieurs fois la contradiction en me disant pourquoi ce livre, pourquoi comment dire, remettre une pièce dans le jukebox sur un débat qui revient, mine de rien, qui est assez lancinant sur cette opposition justement entre souveraineté et identité, que moi j'essaye de dépasser, parce qu'à mon avis, et là-dessus on pourra revenir dans notre entretien dessus, je pense qu'il n'y a pas véritablement une opposition, il y a plutôt une dialectique ou alors un fil conducteur à trouver, et c'est peut-être là la difficulté entre ces deux camps. Mais c'est vrai que par contre, on voyait bien, mine de rien, qu'il y a une certaine cloison étanche qui s'était mis peu à peu entre ces clans, notamment sur plusieurs sujets. Il y avait bien évidemment les sujets géopolitiques, mais parfois des sujets beaucoup plus prosaïques ou de politique nationale, comme la réforme des retraites, donc des sujets, oui, voilà, nationaux et sociaux, et même des sujets supranationaux, comme par exemple l'Union européenne. Donc voilà, j'ai voulu faire ce livre qui, à mon avis, méritait d'être fait pour poser justement à plat, si je puis dire, les termes de ce débat. Et c'est vrai que pour faire une rapide présentation pour nos auditeurs, disons que l'identitaire va souvent opposer au souverainiste. À quoi bon être souverain si on est dépossédé de son identité, si on a connu, si le peuple historique a été remplacé. Souvent, le souverainiste va dire, pour lui répondre, à quoi bon justement cultiver son identité si on est dans la main de puissances étrangères, d'intérêts autres, entre guillemets, que les intérêts nationaux. Donc bon, c'est deux questions qui peuvent se poser de manière légitime, je trouve. Il n'y a aucun problème à les répondre, et je pense même qu'elles se correspondent sur plusieurs points. Et disons là aussi pour schématiser que les identitaires, ou plutôt les racialistes, là c'est vrai que ça c'est peut-être quelque chose sur lequel j'ai pas assez insisté dans mon livre, c'est peut-être une différence entre les deux. Là aussi je pense qu'on reviendra dedans, enfin, sur ce point dans notre entretien. Et c'est vrai que les identitaires, on va souvent les caricaturer comme des gens qui vont s'intéresser à ce que sont les peuples. On est plutôt dans le domaine de l'être. Alors que les souverainistes vont plutôt s'intéresser à ce que font les peuples, à comment ils agissent, comment ils font, comment ils se meuvent, entre guillemets, dans ce concert des nations mondiales. Et moi, directement, j'ai envie de dire que la question, elle est à la fois dans l'être, mais aussi dans l'agir. Et là, c'est peut-être une synthèse que j'ai essayé de développer dans le livre, c'est que moi, avant peut-être de me déclarer comme souverainiste ou identitaire, je préfère souvent me déclarer comme nationaliste. Ce qui est à mon avis assez intéressant dans le nationalisme, c'est qu'il y a, comment dire, s'il y avait une notion qui devait s'en référer, ce serait celle de se maintenir. Et se maintenir, je trouve que ça évoque bien justement ces deux côtés. Le côté d'être, de ce qu'on est, mais aussi du côté d'être dans l'action, dans l'énergie, de ce que l'on fait. Donc là, à mon avis, c'est quelque chose sur lequel on peut ouvrir le livre. Et oui, voilà, c'est donc sur cette dialectique assez compliquée, même si elle est assez proche, parfois assez opposée sur certains sujets, que j'ai voulu revenir. Mais alors peut-être, moi, il y a une question qui me vient. Mais alors que reprochez-vous à Daniel Conversano? Fondamentalement parce que, autre point aussi qui me vient, je vous ai écouté dans dans l'émission Bistro Liberté. Bon, j'ai pas tout écouté, mais j'ai écouté un moment où Pierre-Yves Rougeron disait: «Il ne faut pas caricaturer les souverainistes. Nous ne voulons pas non plus avoir», je paraphrase, hein. «Nous ne voulons pas avoir non plus le tiers-monde, en France». Alors, quelle est fondamentalement la grande distinction, je dirais, entre l'identitaire et le souverainiste? Et puis vous, où est vraiment la synthèse entre les deux? Bah, disons que si tous les souverainistes sont des nationalistes français, c'est-à-dire qu'ils vont se référer à l'échelon national,
je pense pas me tromper en disant que, en tout cas, toute une partie des identitaires français ne sont pas des nationalistes français. Certains vont être plutôt attirés par le régionalisme, d'autres vont être plutôt intéressés par l'échelon européen, et d'autres même, disons, vont aller jusqu'à l'échelon continental ou civilisationnel, dans le sens où on entend un arc civilisationnel comprenant les États-Unis, l'Europe, en ce moment plutôt l'Europe de l'Ouest, avec une partie de l'Europe de l'Est, mais en tout cas séparée de la Russie, et on va descendre jusqu'à un arc comprenant même peut-être Israël, une partie de l'Afrique du Sud, et aussi l'Australie. Donc là, c'est à mon avis une distinction assez intéressante. Et même là, comme je vous l'ai mentionné au début de notre entretien, peut-être que c'est une distinction sur laquelle j'ai pas assez insisté dans mon livre, mais c'est vrai que par exemple, même au sein du camp identitaire, entre les identitaires, on va dire européens, et les suprémacistes blancs occidentalistes, il y a déjà aussi une différence, parce que les identitaires européens sont sur un logiciel qui a été travaillé depuis des années, notamment par la nouvelle droite, d'une Europe puissance, si vous voulez. C'est un espace civilisationnel de Brest jusqu'à Vladivostok. Donc là, vous voyez que déjà sur les considérations géopolitiques, géostratégiques, militaires, on a déjà des différences qui sont assez intéressantes. Et pour rebondir sur le propos que vous venez de dire de Rougeron, je trouve qu'il est assez pertinent, parce que dernièrement, il y a eu un article très intéressant de Pierre-Romain Thionnet sur le site Élément qui revenait justement sur cette opposition et cette dichotomie, ou en tout cas cette dialectique identité et souveraineté. Et à mon avis, il l'a appréhendé sous un angle qui était assez intéressant, qui était celui sous l'angle de la stratégie. Et la stratégie, bon, c'est une conception plutôt militaire, et de prime abord, on dirait que c'est plutôt quelque chose qui va parler aux souverainistes. Parce quand on entend parler de stratégie, on a tout de suite, en premier lieu, l'idée de stratégie militaire, de stratégie géopolitique, de stratégie économique, industrielle, stratégie sur la souveraineté alimentaire. Donc il y a un large panorama. Et c'est vrai que normalement, c'est quelque chose qui devrait parler plutôt au camp souverainiste, qui est plutôt, comme je vous l'ai dit, dans l'agir, dans les rapports de force interétatiques, ce genre de choses. Et là, c'est peut-être un des reproches souvent qu'on fait au camp souverainiste, c'est peut-être de prioriser, entre guillemets, ces notions au détriment justement du peuple. Quelque part, il y avait la phrase de Gaulle qui était l'intendant suivra. Et c'est vrai qu'on pourrait reprocher aux souverainistes de dire quelque part le peuple suivra et qu'importe sa composition. Et là, à mon avis, c'est une erreur. Enfin, c'est un point sur lequel j'ai essayé de revenir dans le livre en montrant que la composition démographique, la composition même ethnique, employons le mot, est fondamentale pour un souverainiste. Elle est fondamentale pour des considérations, j'ai envie de dire, tout à fait objectives. Évidemment que si vous avez, ou en tout cas que vous subissez un phénomène migratoire sur plusieurs générations, sur plusieurs dizaines d'années, sur plusieurs, un phénomène continu d'immigration et qui va modifier en substance la composition ethnique et démographique de votre peuple, évidemment que cela va avoir des répercussions dans le domaine géopolitique. Et ça, par exemple, on l'a vu en 2020. Vous savez, en 2020, on a cette montée des tensions entre la Turquie et la Grèce. Et le seul pays européen qui a pris parti, si je puis dire, pour nos voisins grecs, c'est la France. Et on a bien vu de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, que par exemple, le pouvoir était sclérosé, ou en tout cas, il était embrigadé, si je puis dire, par sa diaspora turque. Mais si vous voulez, cet exemple, on peut le décliner à l'infini. En France, on sait pertinemment que la diaspora ou une partie du peuple français d'origine algérien, on sait très bien que le gouvernement algérien joue très souvent des pressions vis-à-vis de ses populations. Mais ce que va faire aussi le Maroc ou même la Tunisie. Et donc là, on a une première approche, si vous voulez, totalement objective d'un souverainiste, parce qu'un souverainiste, il va se dire, tout ce qui empêche entre guillemets, d'avoir mon peuple d'avoir les mains libres, je suis obligé de m'y intéresser. Donc on le voit bien qu'il peut autant s'intéresser, par exemple, aux OPA qu'on va faire sur les domaines stratégiques, notamment militaires, que justement sur les domaines qui vont concerner le peuple. Et même, je dirais plus, même pour aller plus loin, je dirais que au-delà même des transformations que connaît un peuple, notamment vis-à-vis du fait de l'immigration, il sera obligé aussi de s'intéresser à des notions comme par exemple la natalité, la bascule démographique, la pyramide des âges, et ça, c'est quelque chose qu'on connaît dans toutes nos sociétés occidentales. Donc voilà, c'est pour ça, souvent, un des arguments des identitaires, ou en tout cas des racialistes, c'est de dire les souverainistes s'en fichent
comment dire, de recouvrer une souveraineté, même si c'est une France remplacée ou alors dont la composition ethnique aurait changé. Moi, je dis absolument pas. Déjà, si vous voulez, il y a un problème dans l'intitulé. Il ne pourra pas y avoir demain de France souveraine si, on va dire, le peuple historique a été grand remplacé. En fait, il y a une incompatibilité déjà dans les termes qui sont posés. Donc là, vous voyez que ça m'empêche pas, par exemple, même si je me revendique comme souverainiste, de faire attention à ces questions de démographie ou même d'identité qui sont, à mon avis, absolument pertinentes pour la bonne santé de mon pays, notamment d'un point de vue de souveraineté. Alors, peut-être avant qu'on passe sur votre sous-chapitre, et à la fin, c'est toujours l'or qui gagne, peut-être un point qui me semble intéressant entre les 2 et peut-être un clivage, je dirais même central, c'est peut-être la question de l'assimilation. Il semblerait que justement le souverainiste soit assimilationniste et que l'identitaire ou le racialiste ne le soit pas. Et à titre personnel, il me semble que évidemment l'assimilation, malgré tout, soit un outil pour défranciser. Donc, je vais donner l'exemple, voilà, par exemple, de Jean Messia, qui est visiblement très sympathique et plutôt de notre bord, si j'ose dire, quoique. Néanmoins, pour moi, il ne sera jamais français, pour des raisons évidentes. Alors vous, comment vous positionnez-vous par rapport justement à cette question de l'assimilation, qui est entre guillemets aussi, entre guillemets, hein, un modèle français? Disons que c'est une question pas facile pour le coup. Comme je viens de le dire, il y a une notion qui est assez intéressante pour essayer de comprendre cette dialectique entre la souveraineté et l'identité, qui est celle de stratégie. Et une phrase que connaissent bien les militaires, c'est que c'est le terrain qui commandera les manœuvres justement dans les opérations. Et donc on peut avoir en théorie, comment dire, tout un échantillon de principes. Mine de rien, quand on se retrouve sur le terrain, on essaye de les adapter. Et même le principe de la politique, c'est justement d'avoir cette souplesse d'adaptation, tout en justement en ne bradant pas les principes, parce que si on n'a pas de principe, on n'a pas de squelette, et puis bon, là on devient liquide, si je puis dire. Et donc il y a une question qui est fondamentalement pertinente dans la notion de stratégie, c'est donc celle de la distinction de l'ami et d'ennemi. Donc là on est sur une philosophie, on va dire, qu'on peut reprendre depuis Schmitt ou même depuis Freund, mais il y a aussi la question du qui sommes-nous. Et c'est vrai que la question voilà, du même et de l'autre. Et ce qui est drôle, c'est que souvent, le livre de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, revient souvent, mais il y a un livre dont on parle rarement, un de ses autres livres, qui est Qui sommes-nous? Et pour moi, ça, c'est une question aussi fondamentale. Et la question de l'assimilation, bien évidemment, elle la pose, cette question comment dire, de l'être ou justement, ou de l'identité. Là-dessus, il faut absolument pas la passer. Par contre, quand on fait une certaine généalogie de l'assimilation, ou en tout cas de l'émergence de l'idée d'assimilation en France, là aussi, il faut, à mon avis, faire un retour historique qui nous permet un peu d'y voir plus clair. L'idée d'assimilation, elle est indissociable comment dire, des premières spéculations concernant la colonisation qu'on a connues notamment au 19e siècle en France. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas connu, vous, en Suisse, mais nous, en fait, l'idée d'assimilation, si on ne la relie pas justement à notre passé colonial et à notre passé impérialiste, on ne peut pas la penser véritablement. Et c'est vrai qu'à l'époque, vous avez surtout les penseurs, on va dire, socialistes, mais aussi libéraux, qui vont se revendiquer de cette idée d'assimilation. C'est vraiment la fameuse phrase d'apportation, si vous voulez, de cette civilisation supérieure qui est soi-disant la civilisation occidentale aux peuples inférieurs. Et, De Jules Ferry. Voilà, avec Jules Ferry, voilà, merci. Mais c'est vrai que ça, on pouvait la retrouver dans des auteurs libéraux de l'époque comme Prévost-Paradol, Stuart Mill ou Leroy-Beaulieu. Si vous voulez, à l'époque, il y a tout de suite une espèce d'alliance vraiment entre, justement, et là aussi où c'est intéressant, c'est peut-être une lecture matérialiste qui a peut-être pu vous choquer un petit peu, cher Xavier, mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand on voyait dans ce mouvement de la colonisation, il y avait la part, on va dire, philosophique. Donc là, vous avez l'idéologie des Lumières, l'espèce d'être incarné ou en tout cas déraciné, qui va justement aller de pair avec cette idée d'assimilation, en disant que oui, tout le monde peut devenir ce citoyen, comment dire, avec un grand C, si vous voulez. Et là, on retourne sur
sur les doctrines du contrat social qu'on va hériter de Rousseau, du XVIIIe siècle, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'à chaque fois, si vous voulez, à côté de cet élément philosophique, de cet élément intellectuel, bah, si vous voulez, il y a toujours les grands intérêts. À l'époque, on sait pertinemment que ceux qui vont promouvoir la colonisation, c'est par exemple les grands trusts. Et même le Grand Orient de France, on sait qu'il a eu un grand pouvoir là-dessus dans cette édification. On le sait au moment de la Révolution, où on va parler du grand citoyen, ou ce genre de choses. C'est la République universelle de Clout. Et donc, on a véritablement une filiation qui va suivre. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est qu'au moment de cette émergence de la pensée comme ça, libérale, universaliste, qui va accompagner le mouvement de la colonisation, c'est qu'on a une droite, déjà à l'époque, qui commence à résister. Une droite qu'on pourrait qualifier, si vous voulez, de différentialiste. Et c'est vrai que, par exemple, dans l'approche de la colonisation, on a un personnage, à mon avis, qu'on devrait essayer de réhabiliter en France. Enfin, il n'est pas à réhabiliter, mais en tout cas de redécouvrir, qui est le personnage du maréchal Lyautey. Et Lyautey, contre cette doctrine assimilationniste, va développer une autre doctrine qu'on appelle la doctrine différentialiste. Ce qui est assez intéressant avec la doctrine différentialiste, c'est qu'elle se différencie de l'universalisme en disant que tous les hommes sont tous les mêmes. Mais par contre, elle se différencie aussi de la doctrine suprémaciste en disant qu'il y a une hiérarchie des races. Là, vous faites aussi référence à Claude Lévi-Strauss. Voilà, exactement. Claude Lévi-Strauss, bon, ça viendra plus tard, mais il a parfaitement montré que justement, il n'est absolument pas question de faire une hiérarchie des races, une hiérarchie des ethnies ou quoi que ce soit. C'est juste de dire, l'Africain n'est ni inférieur ni supérieur, il est juste autre. Et le différentialisme, là où, à mon avis, c'est un courant assez intéressant, c'est qu'il va justement s'attacher à montrer que chaque groupement humain a sa spécificité en tant qu'ethnie, a sa propre culture, son propre génie, et que justement, il a ses propres aspirations et ses propres besoins qui sont pas, transférables d'un peuple à un autre, d'une sphère continentale à une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, à mon avis, c'est assez intéressant. Et comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, moi, en tout cas, j'essaie de me référer plutôt du nationalisme français. Et vous voyez que, par exemple, là, en théorie, moi, j'aurais plutôt tendance à me réclamer d'une école différentialiste et non assimilationniste. Et ce qui est là d'autant plus intéressant, c'est que le 19e siècle, il est vraiment fondamental pour comprendre l'évolution de la société française, mais même des sociétés européennes en règle générale. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, là, on a une dichotomie entre l'assimilation et le différentialisme, on pourrait dire, sur l'identité démographique des peuples. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on a justement cette identité démographique qui va aller de pair avec une détermination de l'identité économique, notamment en France. À la suite des guerres napoléoniennes, donc vers 1815, et des guerres d'empire, l'Europe va connaître sa première mondialisation. Et il y a un débat qui est fondamental, à mon avis, qu'on a peut-être oublié à tort, sur lequel était revenu le fils d'Emmanuel Todd dans un grand livre, à mon avis, que là aussi il faut relire, qui s'appelait L'identité économique de la France, où il revenait très bien sur cette identité économique de la France qui s'était construite contre le libre-échangisme anglais. Donc vous voyez très bien, justement, comme moi j'essaie de repenser cette identité. Évidemment qu'il faut penser l'identité démographique, comme je vous l'ai dit, avec cette opposition, si vous voulez, entre le différentialisme et l'universalisme. Mais si vous voulez, ce qui est drôle, c'est qu'il va vraiment tout le temps de pair avec l'identité économique, d'un côté le libre-échangisme et de l'autre le protectionnisme. Et aussi, il va, si vous voulez, être englobé par une détermination identitaire, mais là plutôt sur le côté philosophique, entre l'universalisme et le nationalisme. Alors là, pour faire un petit récapitulatif, d'un côté, si vous voulez, on aurait plutôt le nationalisme, le différentialisme et le protectionnisme, et de l'autre côté, l'assimilationnisme, le libre-échangisme et l'universalisme. Vous voyez, là, c'est pour vous montrer justement cette identité, peut-être ce que va faire un souverainiste et ce que fera peut-être un identitariste, c'est de montrer qu'il est bien multiforme ou protéiforme. Donc, à mon avis, c'est la bonne méthode pour l'appréhender. C'est qu'à chaque fois, comme je vous l'ai dit, il y a cette identité ethnique, évidemment, mais il y a aussi cette identité philosophique et cette identité économique. Et ce qui est drôle, c'est que comme par hasard, tout le temps, il y a une certaine cohérence dans chacune des blocs, si je puis dire. Il y a peut-être 2 points sur lesquels on pourrait insister par rapport à l'assimilation. Il y a tout d'abord, je pense, la question du nombre. Oui. Puisque là, évidemment, je pense qu'elle se pose au vu de la situation de l'Europe. Donc, vous
dites déjà plutôt non à l'assimilation et oui à l'ethnodifférentialisme. Mais est-ce que l'ethnodifférentialisme n'implique pas non plus une hiérarchie? Parce que il me semble qu'aussi, c'est aussi ce que font les racialistes, c'est qu'ils mettent en avant une hiérarchie entre les races. Déjà leur existence et ensuite une différence. Mais dire qu'une chose est différente, est-ce que ça n'implique pas non plus qu'elle est inégale? Bah après, tout dépend des critères. Mais comme je vous l'ai dit, déjà, dire qu'elle est autre, évidemment que ça importe comment dire, des arguments discriminatoires. Mais comme je vous l'ai bien dit dans ma première réponse au début de notre entretien, là-dessus, il n'y a même pas à avoir des arguments, j'ai envie de dire, subjectifs de valeur. La balance démographique implique, qu'on le veuille ou non, une répercussion directe sur les notions de souveraineté, notamment en géopolitique ou genre de choses, dans les relations avec les autres États. Un pays souverain n'a aucun intérêt direct, en tout cas s'il pense à la question de la souveraineté, à faire venir des millions de personnes, même de cultures proches. J'ai envie de dire, on sait très bien que par exemple une partie de l'immigration intra-européenne, notamment avec les Italiens, c'est pas forcément très très bien passé. Pourtant, il y a une homogénéité, j'ai envie de dire ethnique, il y a une homogénéité même de religion, il y a une homogénéité même, j'ai envie de dire, de mœurs. Quelque part, nos voisins italiens, il n'y a pas grand-chose de différent avec. Cocteau avait une phrase. L'historien Pierre Milza qui le rappelle. Voilà, c'est exactement ça. Mais disons que même à ce niveau-là, une pensée souverainiste objective, justement, elle peut penser ces questions, notamment de différentiel démographique. À mon avis, c'est assez intéressant et on n'est pas obligé de partir dans des considérations de valeurs subjectives, même si après, pourquoi pas, dans la littérature, on peut les poser tout à fait. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Et par contre, là où vous avez mis le doigt sur le sujet qui fâche, c'est aujourd'hui, comment dire, la réduction, en tout cas, du noyau intégrateur. Donc, c'est de ce peuple majoritaire, ou en tout cas d'origine, de souche, vis-à-vis justement d'une population qui, même au sein de la nation française, et j'ai envie de dire de plus en plus dans les pays de l'Europe de l'Ouest, il y a un différentiel qui va aller de plus en plus contre justement ce modèle du noyau intégrateur, du noyau de souche. Là, dernièrement, il y a comment dire, des enquêtes qui sont sorties sur la natalité française. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre en répercussion avec tous les pays européens. Aujourd'hui, les pays européens, dans leur population de souche, subissent un hiver démographique. Peut-être on reviendra sur les causes, je pense qu'elles sont multifactorielles, c'est toujours assez compliqué ces questions, il y a des questions sociales, il y a des questions de valeur, de nihilisme, il y a des questions de relégation, il y a c'est assez compliqué pour le coup. Et en plus ce qui est drôle c'est qu'on voit que d'un pays à l'autre, les pays vont réagir de manière assez différente, donc c'est toujours assez différent et c'est toujours assez, c'est des études qui sont assez difficiles à analyser. Mais par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, cette évolution démographique des peuples européens, le problème, c'est qu'on a des tendances contraires si on s'arrête sur l'origine, comment dire, des populations. C'est qu'aujourd'hui, dans les peuples, ou en tout cas dans les nations de l'Europe de l'Ouest, euh, on a un peu en trompe-l'œil, par exemple en France, où on a un taux de fécondité qui sera supérieur à l'Italie ou même à l'Espagne, mais au final, quand on va voir un peu plus près les chiffres, on se rend bien compte que la natalité, quand les deux parents sont français de base, chute. Quand il y a un des parents qui est d'origine étrangère ou extra-européenne, elle augmente un peu, et par contre, elle explose quand les deux parents sont d'origine extra-européenne. Donc là aussi, ça nous pose des questions. Et je pense justement, c'est peut-être pour revenir à notre question sur l'assimilation, autant en théorie, comme vous l'avez très bien dit, je pense qu'il faut défendre un modèle, comme je vous l'ai dit, protectionniste sur le point de vue économique, nationaliste contre l'universalisme d'un point de vue philosophique, et sur l'identité démographique, différentialiste, on va dire, contre l'assimilation. Mais par contre, je pense que aujourd'hui, d'un point de vue de stratégie politique, il faut être assimilationniste. Il faut l'être dans un sens, c'est que l'assimilation, ou en tout cas l'argument à l'assimilation, nous permettra demain, si vous voulez, de défendre le plus possible, en tout cas, ce peuple majoritaire. Et peut-être même de mettre en place certaines politiques de remigration. Ne parlons pas de centaines de milliers de personnes ou même de millions. Je pense que là, il faut être assez raisonnable aussi. Mais en tout cas, je pense que demain,
c'est l'argument de l'assimilation nous permettra d'avoir cet argument qui nous permet justement de refouler des personnes, peut-être de les renvoyer chez elles, ou en tout cas d'avoir cette protection culturelle. Et là aussi, ça renvoie à l'évocation de la stratégie que j'évoquais au début de notre entretien. C'est que oui, évidemment, il faut avoir des principes théoriques qui sont notre ligne de conduite ou même notre colonne vertébrale, mais comme je vous l'ai dit, une fois sur le terrain, on est obligé de faire avec. Et aujourd'hui, on est obligé de le constater. On a eu un certain métissage, on a eu des populations d'origine extra-européenne qu'on fait souche dans nos nations européennes, en tout cas à l'ouest. On est obligé de faire pour. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la différenciation entre deux blocs, des blocs, on va dire, blancs, si vous voulez dire, ou plutôt d'origine européenne, et de l'autre côté, un bloc d'origine, enfin de personnes regroupant les personnes extra-européennes, on voit bien que sur énormément de points, comment dire, ces blocs, ils sont pas purs, si je puis dire, pour prendre un mot qui s'y prête plus ou moins bien. On voit bien qu'il y a eu des métissages, qu'il y a eu un enracinement, qu'on le veuille ou non, de la part de populations. Ce qui est drôle en plus, c'est que souvent les populations d'origine extra-européenne qui sont installées depuis plusieurs générations en France n'ont pas les mêmes comportements électoralistes que les primo-arrivants. Et même, ils développent parfois une certaine hostilité. Vous prenez le cas de Jean Messia, on voit certaines divergences. Donc, comme je vous dis, évidemment que dans la théorie, on peut avoir des positions assez tranchées, mais là aussi, il faut faire avec notre terrain, il faut faire avec notre terrain militaire. Oui, ouais. Oui. Non, je suis d'accord. Bon, ce sera notre premier désaccord, si j'ose dire, parce que moi, je pense que malheureusement, l'assimilation est un instrument de destruction de la France et des Français. On pourrait dire un instrument républicain, hein, comme vous l'avez dit, troisième République universaliste. En revanche, peut-être où je peux un peu vous rejoindre, c'est que, en effet, par exemple, les électeurs de Mélenchon, en tout cas, je dirais le peuple qu'il cherche à obtenir, ou peut-être qu'il a même déjà obtenu, n'est pas tellement favorable au LGBTisme, ni à ce genre d'idéologie, je dirais progressiste. Donc peut-être qu'en effet, là, ça peut former, je dirais, des accords de circonstances. Oui, bien évidemment. Notamment sur le mariage homosexuel ou ce genre de sujet, je pense, où il y a une population qui est plus conservatrice, en tout cas pour cela. Mais je ne pense pas malheureusement qu'elle votera pour autant Rassemblement national. Enfin, voilà, pour moi, il y a malgré tout une incompatibilité par rapport à ça. Oui, c'est sûr que là-dessus, les alliances seront plutôt difficiles. Et c'est vrai que moi, j'avais même fait un article de réponse à Ouria Boutelja, vous savez, qui avait sorti son livre Beauf et barbare. Moi, qui ai aucune honte à me déclarer comme beauf, je viens d'un milieu de classe moyenne déclassée, blanche, de souche européenne et d'origine française. Et c'est vrai que Ouria Boutelja préconisait, si vous voulez, une certaine alliance justement entre le petit blanc et le mec de cité pour s'attaquer justement à cette bourgeoisie. Alors même si moi je peux avoir un discours éminemment critique, notamment sur nos élites et notamment sur la bourgeoisie française, évidemment que je ne prône absolument pas ce genre d'alliance. Là aussi, je préfère être clair, c'est un mauvais procès qu'on m'a fait. Je sais absolument les différentiels culturels et les différentiels de valeurs. Alors parfois, comme vous l'avez dit, sur certains sujets, on pourra peut-être se retrouver sur un certain conservatisme. Mais concernant, comment dire, l'application d'un front de la foi entre ces deux populations, pour tout vous avouer, moi j'ai une certaine frilosité. En tout cas, c'est... Oui, non, mais j'ai bien compris. Oui. Disons que l'indigène en France, c'est moi. C'est pas Ouria Boutelja. La terre de mes ancêtres, c'est la France, c'est pas la terre de ses ancêtres. Donc là-dessus, je pense. Moi, elle dit les indigènes de la République. Ah oui, c'est pour ça. Bon, Non, moi, typiquement, je pourrais lui concéder les indigènes de la République. Indigènes de la France, non, mais de ouais, République, si ça lui fait plaisir. exactement. Peut-être un point justement, parce que là, on arrive sur la question, je dirais plutôt matérialiste. Donc votre sous-chapitre, c'est « Et à la fin, c'est toujours l'or qui gagne ». Oui. Alors peut-être, qu'est-ce que vous avez voulu démontrer, maintenant qu'on a un peu défini, même plus que défini, identité, souveraineté, assimilation. Maintenant, il y a l'aspect, je dirais, où vous vous attaquez aussi à la bourgeoisie.
Voilà, qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce sous-chapitre pour qu'on comprenne bien? Alors, comme vous l'avez très bien dit, mon premier livre, il était sur la figure de Georges Sorel. Georges Sorel, c'est un penseur, à mon avis, très important parce qu'il est vraiment, comme je l'ai déjà dit, justement, à la jonction entre le 19e et le 20e siècle. Il va naître en 1847 et mourir en 1922. Et pour moi, le 19e siècle, vraiment, c'est véritablement le siècle pour comprendre notre modernité, où tout explose, mais aussi où tout va se solidifier. Comme je vous l'ai dit, à partir de la fin des guerres napoléoniennes, on a cette première mondialisation qui va un peu redistribuer les cartes. On a aussi l'éclatement et même l'accélération de la révolution industrielle qui va courir tout le long de ce 19e siècle. On a cette consolidation de l'identité française qui, à mon avis, qui est fondamentale, qui est vraiment axée sur le protectionnisme. Et là aussi, c'est un point peut-être sur lequel aujourd'hui on voit qu'il y a comme une entreprise, ou en tout cas c'est un logiciel qui a été absolument abandonné et que les souverainistes devraient reprendre, qui est cette notion de protectionnisme. Et aussi la révolution industrielle qui va courir sur le 19e siècle, elle va rebrasser les cartes aussi d'un point de vue sociologique. On a la montée d'une nouvelle élite dans les sociétés européennes qui va être la bourgeoisie. C'est un point de départ qui va commencer, j'ai envie de dire, dès la monarchie de Juillet, dès l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe, mais qui va... là, ce qui est intéressant, c'est qu'importe le changement de régime, quand on va passer de Louis-Philippe, après il y a la Seconde République, mais directement à Napoléon III et ensuite à la Troisième République, si vous voulez, c'est toujours la même affirmation. Alors, on va repeindre le vernis en changeant de régime, mais si vous voulez, c'est toujours le même fil conducteur. On a toujours cette consolidation d'une nouvelle élite qu'est la bourgeoisie. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'elle va se construire sur des logiciels, notamment de valeur, en opposition avec l'ancienne aristocratie. Et à mon avis, ça c'est vraiment un point qui est capital pour comprendre. Et là aussi où j'ai voulu peut-être faire un retour qu'on doit penser, qui est véritablement capital pour comprendre notre situation, c'est qu'à l'époque, moi j'aurais été le premier à défendre, pourquoi pas, une bourgeoisie nationale. C'est vrai qu'elle a porté souvent les nations européennes, les bourgeoisies essayaient de singer parfois de manière un peu caricaturale, mais elles étaient omnubilées par la volonté d'avoir une certaine culture. Elles singeaient justement sur ce point-là les aristocraties. Et c'est vrai que moi, j'aurais pu absolument me faire un défenseur de ces bourgeoisies nationales. Et on le voit même bien au même moment, par exemple, au moment de la constitution de la nation italienne, au moment du Risorgimento, on a un bloc historique qui va se construire, et il se construit dans une alliance de classe, si vous voulez, avec la bourgeoisie nationale italienne, parce que les intérêts matériels, là on revient à ma lecture un peu matérialiste, étaient justement sur la consolidation et sur l'édification d'un État national italien. Donc si vous voulez, à partir de ce moment-là, une révolution nationale peut tout à fait se concevoir. Et moi, je suis pour une collaboration de classe quand elle peut se concevoir dans un intérêt national. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi du point de vue allemand, par exemple. On sait pertinemment qu'il y a eu une convergence à un moment des intérêts entre une bourgeoisie nationale et des classes populaires ou classes moyennes. Et moi, j'étais absolument pour, par exemple, je suis pas pour parce qu'à l'époque j'étais pas vivant, mais je n'aurais aucun scrupule ou aucun remords à me revendiquer comme un soutien de cette bourgeoisie. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a eu une sécession, si vous voulez, avec une partie des élites des pays d'Europe occidentale, mais même, je veux dire, de l'Occident, vis-à-vis de leur peuple. Aujourd'hui, les intérêts matériels entre les classes populaires, les classes moyennes et une partie de la haute bourgeoisie, parce qu'on voit qu'il y a aussi un phénomène de déclassement qui touche de plus en plus la petite bourgeoisie, et ben justement, on a des intérêts matériels qui sont divergents. Et qu'on le veuille ou non, cela fait naître justement des prises d'opposition qui vont être différentes, notamment d'un point de vue politique. Et là, par exemple, je me suis revendiqué d'une certaine lecture marxiste. Et les marxistes, à l'époque, avaient introduit une notion qui est, à mon avis, assez pertinente aujourd'hui, qui est la notion de bourgeoisie comprador. La bourgeoisie comprador, c'est une bourgeoisie d'origine nationale, mais par contre qui va être la fondée de pouvoir d'intérêts étrangers ou internationaux. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, une partie de notre bourgeoisie, et je le regrette tout à fait, est aujourd'hui des fondées de pouvoir, on va dire, d'intérêts économiques étrangers, mais même politiques supranationaux,
tout d'abord à Bruxelles, bien évidemment, mais aussi à Washington, si vous voulez. Donc là-dessus, on est obligé de le faire, ce constat. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce constat, on le retrouve aussi aujourd'hui dans les résultats électoraux. C'est la fameuse constitution du bloc populaire et du bloc élitaire qu'on retrouve notamment chez Jérôme Sainte-Marie. Et là où on a un différentiel avec le moment du Risorgimento dont je vous ai parlé au moment de la constitution de ce bloc d'alliance qu'on avait connu en Italie, c'est qu'à l'époque, une partie des classes populaires et de la bourgeoisie avaient tout intérêt à, comment dire, à s'allier contre justement l'ancienne aristocratie parce qu'ils avaient des intérêts matériels qui étaient en France, qui étaient nationaux. Et aujourd'hui, on voit bien que ces intérêts divergent. Donc quand ces intérêts divergent, on le voit bien notamment électoralement, que les intérêts vont aussi diverger, et notamment au niveau des votes. Alors, bon, là, c'est aussi peut-être notre deuxième point de désaccord, mais je vais quand même vous citer Céline dans son roman qui est paru récemment, donc je crois que c'est Nord, voilà exactement. Le vrai rideau de fer, c'est entre les riches et les miteux. Les questions d'idées sont vêties entre égales fortunes. L'opulent nazi, un habitant du Kremlin, l'administrateur gnome et Rhône sont cul et chemise. À regarder de près, s'échangent les épouses, biberonnent les mêmes scotch, parcourent les mêmes golfs, marchandent les mêmes hélicoptères, ouvrent ensemble la chasse, petit déjeuner à Honolulu, souper Saint-Moritz, et merde du reste. Et il y a un autre point, vous citez Shakespeare dans Timon d'Athènes, la tête savante fait plongeon devant l'imbécile vêtu d'or. Tout est oblique. Rien n'est uni dans notre nature maudite que le sentier direct de la perversité. Ce peu d'or suffirait pour rendre le noir blanc. Alors, c'est-à-dire que là, évidemment, je suis d'accord avec avec Céline et Shakespeare, mais j'ai l'impression que vous avez un petit peu de retard, si j'ose dire, évidemment, je ne veux pas caricaturer, mais par exemple, de nos jours, il me semble, puisque vous évoquiez aussi Jérôme Sainte-Marie et toutes ces études sociologiques, que la bourgeoisie vote malgré tout Zemmour. En 2017, ils ont voté Fillon. C'est quand même une bourgeoisie qui me semble un peu conservatrice et réticente à l'immigration. Parce que là, vous vous attaquez à la bourgeoisie, mais j'ai l'impression que ce n'est pas elle qui fait venir, en tout cas, elle n'a plus besoin de cette immigration. Peut-être en avait-elle besoin des années 60, 70, 70, mais même plus maintenant. Maintenant, c'est... Bon, déjà, je pense qu'il y a toutes ces politiques de regroupement familial, où visiblement, ce sont les immigrés qui décident eux-mêmes s'ils veulent venir ou pas. N'est-ce pas, si j'ose dire, peut-être un faux combat de s'attaquer à la bourgeoisie qui probablement vous lie d'ailleurs? Oui, alors là, quand je parle de bloc historique, comme l'a fait Gramsci et Jérôme Sainte-Marie, évidemment qu'il y a une lecture sociale dans cette théorie, mais elle n'est absolument pas réductible à la dimension sociale. Demain, pour l'emporter, un mouvement national et populaire, si vous voulez, il aura évidemment besoin d'élites et notamment de la bourgeoisie. Moi, justement, quand les intérêts, j'ai envie de dire, divergent vis-à-vis d'une certaine classe, vis-à-vis des intérêts nationaux, je suis encore plus admiratif justement de ces personnes qui appartiennent souvent à ces classes et qui justement vont continuer à avoir une dimension nationale. Et là, moi, je suis tout à fait prêt à le louer. Mais par contre, quand on le voit sur les intentions de vote, on voit très bien qu'il y a un vote, si vous voulez, où les gens vont voter par rapport à leurs intérêts matériels. Au deuxième tour, Marine Le Pen va faire un score de 50% chez les employés et de 70% chez les ouvriers. A contrario, de l'autre côté du miroir, Macron va avoir un vote cadre à plus de 70%. Donc là, vous voyez, évidemment, vous avez raison de mentionner qu'il y a une bourgeoisie nationale qui a des intérêts patriotes, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on voit bien, si vous voulez, que ça ne constitue pas la majorité du genre. Mais oui. Pardonnez-moi de vous couper, mais juste cette petite parenthèse, est-ce que vous pensez vraiment que donc ces 70% qui votent pour Macron votent pour Macron parce qu'il est favorable à l'immigration, par exemple? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est sur des sujets plutôt progressistes, je ne sais pas, l'innovation, le progrès, enfin la Startup Nation. Oui, mais justement, même je pense qu'il renvoie à quelque chose d'assez intéressant qui est l'être social.
si vous voulez, je pense qu'il y a toute une partie, par exemple, de la bourgeoisie, on va dire, il faudrait plutôt la qualifier de classe cadre, parce que évidemment que ça, c'est toujours ce qui est un peu énervant. Aujourd'hui, un jeune cadre parisien qui gagne entre, on va dire, 2500, 3000, 4000 euros, d'un point de vue matériel, il a plus d'intérêt avec justement l'électorat de Marine Le Pen qui gagne 1500 euros, 1300 euros, 1400 euros en périphérie. Mais par contre, son être social, le fait qu'il vive dans les métropoles, qu'il soit dans les lieux de mondialisation, qu'il profite de certaines choses, comme par exemple le patrimoine culturel ou ce genre de choses, va faire que son être social va toujours, comment dire, le projeter vers des personnes comme, je sais pas, Bernard Arnault, ou des personnes, si vous voulez, qui font partie véritablement de ces hautes bourgeoisies ou de ces élites occidentales. Et ça, c'est toujours le côté un peu catastrophique. Et c'est vrai qu'on a toujours, même au sein de, par exemple, de la classe moyenne, ce qui est assez drôle, c'est que la classe moyenne basse a toujours énormément de mal à se dire qu'elle appartient à la classe populaire. Vous savez, il y a toujours un petit côté un peu péjoratif, un peu, on n'a pas envie de se rabaisser, justement. Et ce qui est drôle, c'est que, par exemple, les différentiels de considération entre la classe moyenne haute et la classe moyenne basse, elles sont absolument phénoménales. Et pourtant, c'est des gens qui sont assez similaires. Donc oui, là-dessus, je pense que c'est nécessaire de le rappeler. Et par contre, là où je ne serais moins de votre avis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir des années 70-80, on a véritablement un choix stratégique au niveau de notre économie qui va être pris par nos élites. Là-dessus, il faut se référer aux travaux de Pierre Vermeuren qui sont vraiment capitaux pour comprendre cette bascule. C'est qu'on va passer d'une économie productive qui était encore, si vous voulez, dans la projection protectionniste dont j'ai parlé un peu plus tôt, et là justement qui va passer dans la doctrine absolument libre-échangiste. Et ce qui est assez intéressant, c'est que à chaque fois, comme je vous l'ai dit, il y a toujours ces familles qui vont ensemble. La dimension nationaliste, différentialiste, protectionniste compte justement ce passage à des élites. Et ce qui est drôle, c'est que aussi ce passage des élites au niveau des années 70-80, c'est qu'à l'époque, les élites dans le monde politique, souvent, c'était des anciens résistants, vous savez, qui avaient connu la Seconde Guerre mondiale. À partir de la bascule des années 70-80, on a des gens qui n'ont pas connu la guerre, vous voyez ce que je veux dire, et qui vont avoir cette aspiration justement au libre-échange, à la doctrine plutôt universaliste, à la doctrine européiste. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve toujours ces deux familles qui sont vraiment capitales, à mon avis, pour comprendre l'espace français. Ensuite, je ne sais pas trop comment ça se passe. Je pense que, vu votre histoire, c'est un peu différent, mais on peut retrouver aussi certaines similitudes qui sont assez importantes. Et donc, comme je vous l'ai dit, à partir de ces années 80, on a une bascule justement d'une économie productive à une économie de consommation. Là aussi, c'est vraiment quelque chose qui est capital à comprendre, c'est que à l'époque, on a vraiment un abandon, on va connaître les premières délocalisations, on va connaître, si vous voulez, un effondrement aussi du monde agricole. C'est ce qu'on même voyait aujourd'hui, par exemple, toutes les manifestations qu'on connaît en Allemagne ou même aux Pays-Bas, un tout petit peu en France. Ensuite, je ne sais pas comment ça se passe. Si les agriculteurs sortent dans la rue, je pense peut-être un peu moins, parce que vous êtes peut-être un peu moins sujet. Peut-être qu'il y a un protectionnisme justement suisse. Mais là-dessus, je pense que vous avez quelques réticences. On a un autre tempérament, on est un peuple de passion calme. Voilà, exactement. Et donc, ça, c'est à mon avis, c'est assez intéressant. Et donc, pour soutenir la croissance, à l'époque, le logiciel économique va changer. On dit on n'est plus dans une économie de la production, mais dans une économie de la consommation. Et justement, dans un pays qui se rétracte démographiquement, et au lieu de relancer des politiques de natalité, parce que moi, je suis souverainiste, mais je suis absolument un nataliste. Pour moi, c'est fondamental. Il faut absolument relancer des politiques familiales, justement peut-être revenir sur certaines dispositions qui ont déstructuré ou délié justement cette notion de famille. Et là, comme par hasard, on retombe aussi dans mes catégories du protectionnisme, du nationalisme, des cultures organiques et différentialistes. Là aussi, c'est encore lié, vous voyez, c'est assez intéressant. Et justement, vous voyez bien que à côté, il y a toute une économie qui va se créer en parallèle. C'est les grands centres commerciaux, c'est l'économie du luxe, c'est l'économie, justement, les établissements de banque, les télécoms, ce genre de choses. Et aujourd'hui, quand on ment
pour faire venir les immigrés en disant que c'est une économie de travail. C'est absolument pas ça aujourd'hui. On est dans une économie de consommation. Et là, peut-être, il faudra revenir sur un point sur lequel toutes les sociétés occidentales, notamment l'Europe de l'Ouest, devront penser. C'est que si vous voulez, on est devant comment dire, pas un dilemme, mais un trilemme. Il y a Stephen Smith, qui est un auteur assez intéressant, qui a sorti un article récemment dans le Figaro, qui montre très bien qu'on ne pourra plus suivre ce logiciel de l'État-providence, de l'État redistributeur, de l'État qui va soutenir une partie justement des parasites sociaux, de ce genre de choses. On ne pourra plus le mettre en correspondance avec l'immigration massive qu'on connaît aujourd'hui et avec un autre aspect qui est la doctrine individualiste, là aussi libre-échangiste, qui met devant la communauté, devant les intérêts nationaux, la question de l'individu. Donc vous voyez, je pense que la question au final de la souveraineté et de l'identité, elle est assez intéressante parce qu'elle ouvre vraiment des perspectives philosophiques qui sont, à mon avis, assez intéressantes pour les années à venir. Alors oui, là vous faisiez peut-être indirectement, mais référence aussi à Kluskar avec son fameux capitalisme de production et capitalisme de consommation, sauf erreur, c'est-à-dire de séduction, oui. Basé sur le premier basé sur l'effort et un travail dur, difficile, et l'autre basé sur le désir et puis quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà, exactement. Peut-être aussi un autre point. Là, vous parlez d'une immigration aussi qui est là évidemment pour la consommation, pour évidemment maintenir cette consommation et ce niveau. Mais oui, mais bon, après, comment dire, la consommation là ne se fait que grâce à la dette. C'est-à-dire que ces gens n'apportent rien, ne travaillent pas. C'est-à-dire qu'ils sont la plupart. D'ailleurs, je pense que comme vous êtes aussi actif sur les réseaux sociaux, vous avez vu cette séquence incroyable où un TikToker, pour ne pas dire autre chose, se vantait de pouvoir profiter de diverses aides d'État, et comme quoi il gagnait, je crois, il se faisait 600 € d'épargne par mois parce qu'en fait, son loyer, son électricité lui était payé, qu'il avait même son abonnement de bus qui était payé, etc. Pour finalement faire une autre vidéo où évidemment il pleurnichait, il s'excusait parce qu'il recevait des menaces de mort. Mais voilà, enfin, si c'est ça l'immigration qui maintient la consommation, je pense que la France peut s'en passer. Ah, mais vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça aussi que dans mon livre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on me reprend jamais sur cet exemple. Je mets en parallèle le modèle allemand, justement, et le modèle français. Et le modèle allemand, même s'il connaît les mêmes problématiques que nous, notamment d'un point de vue démographique, l'hiver démographique aussi que connaissent les Allemands est catastrophique. Et là aussi, j'essaie de me séparer peut-être d'un discours qu'on retrouve très souvent dans le côté souverainiste, c'est que moi, si vous voulez, j'ai aucune animosité particulière contre mes voisins européens. Par contre, je vais me défendre évidemment quand ils vont attaquer mes intérêts, par exemple au niveau de l'énergétique, quand on va voir que certains lobbies allemands vont financer des partis politiques français comme les Verts pour justement apporter un discours antinucléaire. Mais par contre, si vous voulez, moi je fais la distinction. Pour moi, le peuple de souche allemand subit les mêmes catastrophes et les mêmes politiques néfastes de la part de ces élites qu'en France. Là-dessus, il y a une certaine communauté de destin. Et vous voyez, moi, je me présente comme nationaliste, mais je sais pertinemment que justement, le peuple allemand, le peuple italien ou même le peuple espagnol, pour citer nos voisins, ils subissent aussi les mêmes affres. Et si je suis nationaliste, ça m'empêche absolument pas d'avoir une certaine compassion, en tout cas pour mes peuples, en tout cas mes frères européens, si je puis dire. Donc là aussi, c'est peut-être une petite distinction qui était intéressante à faire. Mais par contre, si on revient sur ce modèle, justement sur ce choix de passer d'une économie productive à une économie de consommation, ce qui est assez drôle, et là ça me permet d'avoir une certaine critique, notamment sur l'Union européenne, et notamment sur la mise en place d'une monnaie unique, c'est que on sait pertinemment que l'euro a été indexé sur le Deutsche Mark, ce qui a permis aussi à l'Allemagne de conserver un modèle industriel plus intéressant, parce que le modèle industriel allemand, comme vous l'avez très bien mentionné, il oblige d'avoir des personnes d'une certaine qualification. On ne peut plus faire partir ou déguerpir tous les bacs plus 8 comme on le fait en France aujourd'hui pour récolter tous les bacs moins 8, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce qui est assez intéressant, par exemple, c'est qu'une partie de l'immigration allemande est intra-européenne. Et j'ai envie de dire, bon,
toutes les immigrations, pour moi, quelque part, sont néfastes. Même si elles sont d'une ethnie proche, elles sont à la fois catastrophiques parce que, comme on l'a dit, elles peuvent mettre en bascule un peu les intérêts au sein d'un pays, notamment les équilibres démographiques, mais elles sont aussi catastrophiques pour les pays de départ. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut mentionner, c'est que le modèle de l'immigration ou de l'immigration, il est néfaste autant pour le pays d'accueil que pour le pays, j'ai envie de dire, de départ. Donc là aussi, parce que par exemple, voir toutes les élites, ou en tout cas toute une partie des cerveaux, on va dire grecs, roumains, hongrois ou polonais partir pour aller en Allemagne, est-ce que c'est un avantage ou entre guillemets quelque chose dont il faut se réjouir pour les autres pays? Et là aussi, je pense pas non plus. Et Bon, la France, hein, on peut aussi parler de la France, tout ah mais, simplement. mais bien évidemment, bien évidemment. Et quelque part, ça pose la question de la bonne santé d'un pays si elle est incapable, au niveau de sa démographie, de sa population, de créer ses propres élites et d'être aussi autosuffisante. Donc là aussi, c'est assez intéressant à entrevoir sur ce point-là. Euh, alors, par contre, ça, je suis navré, je sais plus si vous l'évoquiez dans votre ouvrage, mais on va quand même aborder ce point qui me semble intéressant par rapport justement au souverainisme et à l'identitarisme. Par exemple, des gens comme Daniel Conversano, Nicolas Faure, etc., ne sont pas opposés, enfin plutôt sont opposés à la sortie de la France de l'Union européenne. Contrairement à la plupart des souverainistes qui se positionnent justement pour le Frexit à la suite du Brexit. Alors, vous, comment vous vous positionnez justement par rapport à cette question du Brexit, puisque, par exemple, Daniel Conversano évoquait, hein, je paraphrase de mémoire, que la France soit dans l'Union européenne ou pas, si Macron disait stop, par exemple à l'immigration, il pourrait le faire et qu'il n'y aurait pas forcément de répercussions derrière. Bah, je vais vous répondre d'une manière un peu décalée. Aujourd'hui, si vous me dites que le Frexit n'infuse pas dans les masses, qui peut faire peur et que c'est un concept invendable stratégiquement, je vous suis absolument. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que la notion de souveraineté, elle est fondamentale et elle est assez pertinente sur plusieurs points. C'est par exemple, si vous me parlez de souveraineté économique, de souveraineté monétaire, eh ben, quelque part, c'est un Frexit monétaire. Si vous me parlez d'une sortie de l'OTAN ou alors véritablement d'une politique ou entre guillemets d'une volonté géopolitique d'indépendance, bah, quelque part c'est aussi un Frexit géopolitique. Si vous me parlez d'une reconquête et en tout cas d'une politique agricole nationale, bah, quelque part c'est aussi un Frexit alimentaire. Vous voyez ce que je veux dire en fait? Le Frexit évidemment qui fait peur, voilà, c'est un mot un peu piège. Et par contre, là aussi où il est véritablement intéressant, c'est que souvent on nous oppose, à nous, souverainistes français, l'exemple du Brexit en nous montrant, bon bah d'accord, peut-être que d'un point de vue économique ça va mieux, mais en tout cas d'un point de vue de l'immigration ou d'un point de vue identitaire, c'est absolument pas le cas et c'est peut-être pire. Et là, je trouve que ça nous donne justement un argument, c'est que bah, évidemment, quelle aubaine. Ça nous montre bien que justement, le Frexit, c'est absolument pas la panacée de la sortie de nos problèmes. Demain, si nous retrouvons notre souveraineté en sortant justement, comme je vous l'ai dit, de ces chaînes d'un point de vue économique, d'un point de vue juridique ou d'un point de vue alimentaire, évidemment que par contre, d'un point de vue identitaire, eh ben justement, il faut que ça aille de pair aussi. Et il faut quelque part un Frexit identitaire. Et là, ça nous pose la question. En fait, comme j'ai essayé de le montrer dans tout cet entretien, les questions d'identité démographique, d'identité économique et d'identité philosophique, ça forme un tout. Et ça nous montre bien, moi je suis un partisan par exemple de la circulation des élites. Et là, c'est peut-être un faux procès qu'on m'a fait, on m'a souvent traité de gauchiste, mais moi je suis pour, comment dire, l'irruption ou la venue de nouvelles élites françaises. Je suis absolument pas égalitariste, je suis plutôt inégalitaire sur ce point de vue. Un pays, un peuple a besoin d'élites justement qui portent le pays. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces élites, à mon avis, sont antinationales. Comme j'ai essayé de vous le montrer, elles ont souvent des intérêts matériels bah, qui sont en opposition avec les intérêts du petit peuple, parce qu'un petit peuple aujourd'hui, il a besoin de quoi? Pas forcément d'un État-providence. Et justement, là aussi, on me traite souvent de socialiste ou de communiste, alors que moi, je Bon, suis... vous avez une vision matérialiste, hein, vous l'avez dit vous-même. Ah, mais je pense qu'elle est fondamentale, parce que, comme je vous l'ai dit, ça va de pair. Et l'économie, la philosophie et l'identité démographique, pour moi, c'est véritablement une synthèse. Et ce que je peux reprocher parfois à certains
souverainistes de gauche, c'est qu'ils vont, si vous voulez, délaisser complètement cette approche démographique, d'identité. Mais par contre, à contrario, à certains identitaires, je vais leur reprocher justement d'abandonner cette identité économique de la France qui est, à mon avis, fondée sur l'identité, sur le protectionnisme, quand je vous l'ai montré. Et même, je vais prendre une figure de référence, Charles Gave, qui est pas de mon école économique, qui est plutôt un libéral. Je ne sais pas si vous le connaissez, et Charles Gave, par exemple, a attaqué Zemmour, qui a Il dit fait des n'importe quoi sur la Suisse, mais oui. non, mais qui a attaqué les sorties de Zemmour, parce que Zemmour, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a mis ce point sur cette importance de la natalité qui est liée à une réindustrialisation qui est nécessaire dans notre pays pour réavoir justement cette souveraineté économique et cette souveraineté qui va de pair justement avec le côté géopolitique, par exemple. Et Charles Gave, qui est absolument pas un socialiste, en tout cas à ce que je sais, a pertinemment montré qu'aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, une politique de réindustrialisation, elle est absolument impossible. Donc voilà, ça nous pose la question. Et par contre, comme je vous l'ai dit, le mythe du Frexit, et c'est ce sur quoi j'ai essayé d'amener mes collègues au moment de ce débat TVL que vous évoquiez, j'ai envie de dire, aujourd'hui, s'il ne prend pas justement dans la masse et qui fait peur, c'est parce que justement, à chaque fois qu'il y a une position qui va se poser sur l'opposition, si vous voulez, entre l'Europe et la nation, il faut absolument à chaque fois qu'il y ait cette dimension identitaire. Il faut la rappeler tout le temps. Pour moi, elle doit tout le temps aller de pair avec la dimension économique. Et c'est ce que je m'échine à faire dans mon livre. Moi, je vais aussi vous répondre, c'est-à-dire de côté, si j'ose dire. Si on prend par exemple la Grande-Bretagne et son Oui. Frexit, bon, eux, ils n'ont jamais adopté l'euro et ont visiblement aussi une situation catastrophique avec l'immigration, qu'ils soient dans l'Union européenne ou pas. Donc là, on voit que la situation n'a pas changé. Donc en effet, on pourrait considérer que le Brexit est une arnaque, ce que je pense. Ensuite, il y a évidemment la Suisse, puisque je suis suisse. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais de l'espace Schengen, et la Suisse n'a pas adopté l'euro, a gardé son franc suisse. D'ailleurs, maintenant, le franc suisse est plus fort que l'euro et le dollar, ce qui fait que... Enfin, c'est assez incroyable à quel point le franc suisse est une monnaie refuge. Mais au-delà de ça, on ne pourra pas aborder toutes ces questions en profondeur, mais il me semble qu'avec ces deux exemples, c'est-à-dire la Grande-Bretagne qui sort de l'Union européenne, qui n'a jamais adopté l'euro, et la Suisse qui n'est jamais entrée dans l'Union européenne, qui n'a jamais adopté l'euro, malgré tout, a les mêmes mots que la France. Donc, il me semble qu'évidemment, ce problème est beaucoup plus profond. J'utiliserais même le mot occulte. Et qu'en effet, le Brexit, si vous voulez, pour moi, c'est un peu un débat de plateau télé pour souverainistes, pour ne pas dire autre chose. Donc, en effet, bon, visiblement, vous n'êtes pas tombé dans ce piège, mais il me semble que les gens ne doivent pas tomber dans ce piège du oui ou non au Frexit. Je pense que dans tous les cas, c'est une arnaque. C'est malheureusement aussi un peu comme les votations suisses. C'est pile je gagne et face vous perdez. Donc, en effet. Mais peut-être un dernier point qui pourra me sembler, qui pourra peut-être clôturer un peu ce tour d'horizon. Faut-il, parce que là aussi on vous a caricaturé. Alors, on va répondre à ces caricatures. Enfin, vous allez répondre à ces caricatures. Peut-être aussi pour récapituler, on pourrait dire que la droite occidentaliste, donc comprend les États-Unis, Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc., et puis que la droite dite identitaire est au final une droite européenne, une droite, je dirais, contre, d'ailleurs en reprenant l'ouvrage de Alain de Benoît, c'est-à-dire contre le traité transatlantique, si je me souviens bien. J'ai plus le titre exact en tête, mais il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, je dois l'avoir juste au-dessus de moi. Voilà. Donc, en gros, faut-il défendre malgré tout, je dirais, la race blanche, c'est-à-dire une identité européenne bien enracinée? Et puis, peut-être deuxième point, et je pense que ça clôturera aussi la discussion, que répondez-vous peut-être à Nicolas Faure, qui justement vous oppose cet égalitarisme, et donc cette manière, un assimilationnisme, et puis un côté, je dirais, oui, souverainiste,
qui ne fait pas de différence, pas de distinction entre les ethnies? Alors là, oui, c'est la question un peu piège. Oui, d'ailleurs, dernier point, je me permets, il vous a aussi accusé de faire du soralisme, c'est-à-dire d'avoir une vision marxiste, égalitariste, et puis de faire une espèce d'union des peuples. Bon, ça, on l'a aussi un petit peu évoqué, mais je pense que cette question pourra vraiment faire la synthèse de cette entrevue. Bah, je pense, comme j'ai essayé de l'expliquer quand même tout au long de notre entretien, oui, j'ai cette vision sociale, comme je vous l'ai dit, en me revendiquant de la tradition française, qui est à mon avis l'identité économique française, qui est le protectionnisme. Mais comme je vous l'ai dit, d'un point de vue de doctrine, avant de me déclarer souverainiste ou identitaire, je vous ai dit que je me déclarais comme nationaliste. Et là aussi, je pense que c'est véritablement cette tentative de synthèse qui est assez intéressante. Alors, concernant l'identité civilisationnelle européenne, moi aussi, dont acte, je suis le premier à reconnaître que même si la nation française, si j'ai envie de dire, moi qui suis plutôt attaché à la notion d'État, évidemment que comment dire, la conception française, il y a un côté artificiel. Vous savez, c'est le fameux travail des Capétiens, des rois capétiens. Mais par contre, les rois capétiens, eh ben, ils étaient quand même d'une certaine ethnie, d'une certaine provenance européenne. C'était pas des rois africains, c'était pas des rois américains, c'était pas des rois du Pacifique. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et moi, je suis le premier à reconnaître que tous les peuples européens ont une unité civilisationnelle qui leur vient justement de ces origines indo-européennes, si vous voulez, de ces populations anatoliennes, de ces concurrents venus des steppes du Nord, de ce genre de choses. Et là-dessus, ou même des chasseurs-cueilleurs, je suis le premier à le reconnaître, il n'y a aucun problème là-dessus. Et quand on me dit que la France est une terre d'immigration, c'est faux. De nombreux historiens ou démographes l'ont démontré, comme par exemple Jacques Dupaquier ou même un historien, je veux dire Blanchy sous le harnais, qui était Ferdinand Lotte, qui était véritablement un historien français de la Troisième République et qui a pertinemment montré que la nation française s'appuyait sur une moyenne ethnique jusqu'aux grandes, on va dire, migrations qu'on a connues. Et là, il faut peut-être faire un historique de ces migrations qui sont, à mon avis, assez intéressantes. Parce que, comme par hasard, les migrations intra-européennes débutent en 1860. On retombe, comme je vous l'ai dit, toujours sur ce 19e siècle. C'est quand même, c'est pour ça qu'il est véritablement catalysateur, ce siècle, et que moi, j'y reviens sans cesse. Alors, certains me le reprochent, par contre. Je dis, quelqu'un avec qui je suis relativement proche, par exemple, m'attaque de temps en temps de manière courtoise et pense que mon logiciel nationaliste du 19e siècle est dépassé. Alors, je sais pertinemment qu'on ne pourra pas refaire les nations du 19e siècle sur le modèle d'avant, ne serait-ce que par les balances démographiques, je suis le premier à m'en rendre compte. Mais par contre, je me méfie, si vous voulez, d'une bascule historique où certains disent les États-nations sont finis, maintenant on est passé dans l'ordre des États-continents ou des États civilisationnels. Moi, je me méfie toujours un petit peu de ces bascules historiques. Évidemment qu'il y a des États civilisationnels qui dominent leur continent. Je pense tout de suite à la Chine, à l'Inde ou même aux États-Unis, qui chacun dans leur sphère d'influence dépassent et justement vont englober les autres pays. Est-ce que demain on arrivera à faire cet État continental en France, enfin plutôt en Europe, je veux dire, excusez-moi, j'ai un peu de doute. Je pense justement qu'on doit revenir sur des logiciels nationaux qu'on a pu connaître comme au 19e siècle. Et justement, je pense que c'est le repli sur lequel on doit revenir en ce moment. Mais par contre, je suis le premier à reconnaître, comme vous le mentionnez par rapport à Nicolas Faure, qu'il y a une unité justement civilisationnelle entre les peuples européens. Mais par contre, est-ce que cette unité civilisationnelle doit déboucher automatiquement sur une unité politique? C'est là où je me méfie un peu plus, si vous voulez. Parce que si on parle d'eurodescendants qui sont ensuite allés coloniser les États-Unis, comme vous l'avez dit, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie, est-ce que si vous le souhaitez, ça doit à chaque fois déboucher sur des accords géostratégiques, géopolitiques, culturels, économiques? Je me méfie un peu parce que je pense que justement la bascule, elle est très dure à faire. Et c'est peut-être une aporie que font une partie des racialistes, c'est que si vous voulez, ils font la même erreur
qu'avaient fait les marxistes à l'époque avec la classe prolétarienne. Et justement, dans mon livre, je reviens sur cette notion d'internationalisation. Alors, sur ce point, les identitaires, comme vous l'avez très bien mentionné, européens, ont plus de cohérence. Moi, si vous voulez, je crois plus à une unité demain, peut-être entre ces peuples souches en Europe, voire en ce moment avec la Russie, c'est plutôt compliqué. Mais en tout cas, dans cette Europe comme ça, cette Europe de l'Ouest et une partie de l'Europe de l'Est, en tout cas, je la vois pas, cette unité civilisationnelle, aller jusqu'aux États-Unis et tous les pays qu'on vient de souhaiter, qui sont d'autres sphères continentales. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, oui, allez-y. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est juste que moi, je pense qu'il y a aussi un piège qui nous est tendu là. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas confondre, je dirais, le peuple américain en tant que, malgré tout, européen et peut-être Washington, qui évidemment a des intérêts contraires, déjà, je pense, aux Américains eux-mêmes, mais aussi aux nôtres. Oui, bien sûr. Faire peut-être cette distinction entre évidemment Washington et peut-être l'OTAN et toutes ces organisations supranationales et peut-être le petit blanc américain qui a visiblement, je pense, aussi des problèmes similaires aux nôtres. Ah ben à chaque fois, on revient sur ce décalage entre des élites qui n'ont absolument plus la fibre et les intérêts nationaux et ce peuple, justement, comme vous l'avez très bien dit, bah, qui a tout intérêt à avoir un État, en tout cas, je ne sais pas un État, mais en tout cas, qui a cet attachement, qui est dans une dynamique de l'enracinement, justement, et qui est dans une dynamique aussi de la protection vis-à-vis bah, de la subversion migratoire. Ça, c'est fondamental. Et je pense que là-dessus, comme vous le dites très bien, le petit peuple blanc américain, le petit peuple blanc français et le petit peuple blanc polonais, bah, c'est évidemment qu'ils ont en tout cas des combats communs là-dessus. Mais par contre, quid de l'articulation de ces combats, c'est entre guillemets très compliqué. Là-dessus, on tombe sur des apories qui sont à mon avis inextricables. Cher Odolkart, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle votre ouvrage Feu sur la droite nationale, réponse à Daniel Conversano aux identitaires. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site internet de la Nouvelle Librairie pour y découvrir des auteurs intéressants, notamment, je pense à Werner Sombart, je pense à Paul Ceran et à d'autres, Renaud Camus, etc., à vous former, car je pense que notre époque déteste deux choses, probablement la vérité et aussi la curiosité. Merci, cher Rodolphe Carte. Merci Xavier.